faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, sur Molière Télévision. Le magazine Discours au Peuple est toujours à votre portée. Question de vous mettre à la page de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'effectuer ces magazines en dehors de nos plateaux habituels. Nous avons ici un expert en droit économique. Il est également avocat. Monsieur Urbain Sangwa, qui est avec nous par rapport à quelques questions d'actualité également, ainsi que ce qui concerne également son domaine de l'économie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, sur le plan économique, le ministère des Finances en RDC a mis en place une initiative de demande de plaques de matriculation des véhicules en ligne, question de pouvoir stopper l'évasion fiscale en République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous l'initiative émanant du ministère national des Finances? Est-ce que la tâche sera-t-elle facile à exécuter sur le terrain? Compte tenu de nos méthodes traditionnelles auxquelles beaucoup des propriétaires des véhicules étaient habitués. Oui, merci beaucoup. Je pense que l'informatisation d'un système est à la mode, c'est-à-dire dans les siècles présents. Il est très aberrant qu'on parle encore du système d'achat de telle ou telle taxe ou bien de paiement de telle ou telle taxe manuellement. Parce que quand on paye manuellement, il y a la possibilité de tricher. Et vous allez constater que dans le monde développé, même au niveau du péage, il n'y a plus l'argent qui se donne entre les mains. Tout se passe par le système informatisé. Si le système instauré par le ministère des Finances va répondre aux exigences de paiement ou bien d'achat de plaques, tout en limitant toute fraude, je pense que ça pourrait être la bienvenue chez nous au Congo. Et que utiliser ce système, effectivement, comme il l'a dit, c'est réduire l'évasion fiscale. Et moi, je me dis, si ce système informatisé pourra aller jusqu'à relier, nous avons la DGI qui vend les plaques, nous avons la DGDA qui facilite l'importation de plaques et de véhicules. Donc, si l'on peut créer ces ponts, toute personne qui importe un véhicule devra avoir un numéro d'importation de ce véhicule et ce numéro doit être obligatoirement souscrit au niveau de l'achat de la plaque pour limiter aussi du côté des GDA les évasions, les fraudes fiscales qu'on a au niveau des frontières par rapport à ce qui est des achats de véhicules importés. Donc je me dis ça sera une très bonne chose parce que l'argent entre les mains favorise la fraude fiscale. Bon, il y a aussi certains experts qui trouvent que ça va encore plus créer des frustrations et même, je dirais, des chômages, parce qu'auparavant, c'était les agents ou les préposés de l'État qui exerçaient ce travail. Déjà avec l'informatisation de cette opération, ça va encore occasionner un peu une moyenne des chômages ou bien encore des manques à gagner par rapport à la main-d'œuvre physique comme auparavant. Bon, je ne pense pas que ce point de vue soit fondé parce que ces agents-là sont là pour remplir certaines fiches manuellement. Et si moi je prends mon ordinateur, j'ouvre cette page-là d'achat de plaques, à la fin, je dois imprimer cette page. C'est comme actuellement, là, nous faisons des déclarations de la CNSS, de la télédéclaration. Nous le faisons à partir de notre ordinateur. Vous pouvez déclarer la CNSS. Et vous êtes obligé de prendre cette déclaration pour aller au niveau de la CNSS. Parce qu'il doit y avoir une déclaration à faire. Mais ça sera la même chose. Moi, je passe commande de ma plaque d'immatriculation. Mais il doit y avoir un proposé au niveau des impôts qui doit me remettre cette plaque, qui doit enregistrer ma déclaration. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura de répercussions sur le plan des agents ou bien en termes de réduction du personnel des impôts. Je ne crois pas.
Voilà, merci beaucoup. Nous prenons la petite deuxième thématique liée également à la situation sociopolitique de cette province du Haut-Katanga. Il y a pas mal de tractations au sein des états-majors des partis politiques par rapport au fauteuil du gouverneur des provinces, parce que la clôture même des dépôts des candidatures intervient le 1er mars 2024. Comment avez-vous trouvé toutes les tractations en tant qu'observateur, bien évidemment, par rapport à ce qui se passe pour les gouvernorats des provinces? Oui, merci beaucoup. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est peut-être une inquiétude, parce que vous allez voir au niveau de directoire des partis politiques, ce sont des jeunes qui, jusqu'à preuve du contraire, continuent à soutenir tel ou tel autre candidat, alors qu'ils oublient, les jeunes, qu'ils ont élu des candidats députés provinciaux. Le devoir d'élection de gouverneur revient à ces candidats dont nous avons donné mandat. C'est à leur tour maintenant de choisir le gouverneur qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais ce qui est inquiétant, c'est le système politique congolais. Le système politique congolais veut influencer. J'ai entendu quelqu'un qui parlait même du marketing politique. Le marketing politique veut présenter un candidat avec un profil qui ne lui soit pas propre. C'est ça la politique, et c'est ce qui est un danger véritable chez nous au Congo. Si vous faites du marketing pour un candidat, c'est-à-dire que vous êtes en train de maquiller, de laver l'image de ce candidat, alors qu'il est un lion qui risque de détruire, par exemple, notre province du Haut-Katanga. Alors, qu'est-ce que moi je me dis? Le profil d'un bon gouverneur, ce n'est pas celui qui a une vision, un sang full d'un homme politique, mais c'est celui qui a la vision du développement de la province. Il y a eu des gouverneurs, il y en aura. Et tout le monde ne veut pas laisser cette fauteuil. C'est une très bonne chose parce que ça met la politique. Il faut conserver le pouvoir pendant longtemps que possible. Mais la grande question, qu'est-ce que ces gouverneurs vont faire pour cette province? Il y a ceux-là qui ont prouvé leur insuffisance. Nous comprenons, parfois ils sont dans un système qui ne leur permet pas de fonctionner. Mais il y a d'autres qui veulent entrer. Mais ils doivent nous présenter leur projet de société. C'est ça la deuxième difficulté qu'on a. La jeunesse katangaise ou bien haut-katangaise ne sait pas analyser ni critiquer un candidat sur base d'un projet de société. Jusque-là, il n'y a aucun candidat qui s'est déjà prononcé. Les autres parlent de tel, de X, de Y. Mais tous ces candidats-là, ils ont déposé leur candidature, mais ils doivent se prononcer devant la population. Si pas devant la population, ils doivent se prononcer devant les représentants du peuple qui sont les députés provinciaux. Mais le malheur au peuple katangais ou bien au katangais sera si ces représentants du peuple vont constituer une classe politique de corrompus, ce qui sera le misère continue de la population. Donc, je me dis, nous devons faire appel à la conscience de nos représentants au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a maintenant l'influence de la base qui va influencer les députés. Il y a maintenant l'influence du sommet qui va influencer les députés. Qui va influencer les députés? Est-ce que le gouverneur sera réellement élu par les représentants du peuple ou bien disons simplement qu'il sera nommé? Alors s'il ne sera pas nommé, laissons la liberté à ces hommes politiques qu'on a appelés les députés provinciaux, sans influence de l'argent, sans influence de quoi que ce soit. Que tous ces candidats passent devant l'Assemblée provinciale pour présenter leur projet de société. Et par là, on peut le voter et lui donner la chance de diriger cette province. La population a beaucoup souffert. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a connues dans notre province, l'insécurité, la famine et consorts, mais toutes ces choses-là doivent trouver solution à ce bon gouverneur qui sera choisi parce qu'il va mériter. Il y a aussi certaines personnes qui expriment une crainte par rapport même à celles-là qui ont beaucoup de moyens financiers qui peuvent facilement les donner aux députés pour être élus, alors qu'en soi, ils ne régorgent pas les aspirations de la population ou bien ne détiennent pas les profils requis qui pourra répondre aux attentes de la population. Est-ce que cette hypothèse aussi
peut être ou risquerait aussi d'occasionner en quelque sorte une surprise contre toute attente? Bon, à cette question, je pense que la population doit prendre conscience que le système de prise en otage de la population est en train d'être installé. Ce ne sont que les plus forts, malgré qu'ils n'ont pas la volonté de développer la province, qui vont revenir aux affaires. Les plus forts politiquement, les plus forts parce qu'ils ont des couvertures, les plus forts parce qu'ils ont l'argent, comme vous venez de le souligner. Nous avons des témoignages qui disent qu'il y a des 30 000, des 40 000. Moi, je ne sais pas confirmer ici parce que je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais néanmoins, nous devons faire appel aux représentants du peuple. Si les élections dans notre assemblée provinciale vont se passer sous les conditions d'argent qu'on va donner aux députés, donc que la population louchoise en particulier, celle haut-katangaise, n'espère pas au développement. Parce que celui qui va venir à la tête de la province, sous le coup de l'argent, sera là pour accomplir une vision propre, pas la vision de la population. Donc, si ce système-là de prise en otage continue, je pense que c'est la population qui doit se prendre en charge. Mais on ne doit pas se prendre en charge dans ce cas ici parce qu'on a déjà donné notre mandat aux députés provinciaux. Donc comprenons et acceptons que la prise en otage va continuer jusqu'à la 5e année. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités que nous devons prendre conscience. Et surtout moi ici, je fais appel à la jeunesse qui actuellement se retrouve devant les directoires de partis politiques. Cette jeunesse, quand vous regardez comme ça, c'est à cause du manque de l'emploi qu'ils sont dans la politique. Il n'y a pas qu'une seule activité au Congo, la politique. La politique, c'est l'une des activités qu'on peut avoir. Mais pour le moment, vous allez sentir dans le monde de la jeunesse, c'est tout le monde qui oriente l'espoir de l'avenir, l'espoir du lendemain dans la vie politique. Et j'ai vu partout, on écrit être chauffeur. L'auto-école, c'est le boulot facile. Mais pour le moment, changeons. C'est être dans la politique qui soit le boulot facile. Parce que si vous faites un véritable atalaku, vous avez la facilité de gagner votre vie. On peut vous donner des responsabilités par-ci, par-là, tout en mettant en hypothèque la vie de cette grande population qui a beaucoup souffert. Donc, la prise de conscience doit être au rendez-vous de toute la classe politique. Donc là, vous faites appel à la jeunesse à prendre les destins en main, parce que ce n'est pas seulement la politique qui peut assurer les survies, mais plutôt l'entrepreneuriat et aussi la prise de conscience, travailler d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a aussi certains aspects, notamment le manque de communication de la part des lions sacrés elle-même, parce que c'est elle qui détient la majorité des élus, qui n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, sorti les noms d'un candidat que tout le monde ou tous les députés sont censés voter comme futur gouverneur des provinces, et cela a créé aussi une sorte de zizanie. Comment avez-vous trouvé aussi cette stratégie qu'incarne l'Union sacrée par rapport au scrutin des gouverneurs des provinces? Bon, l'Union sacrée, c'est une structure créée pour accompagner le président Félix Tshisekedi dans la gestion de l'affaire de l'État, donc avec son souci de voir tout le monde avoir sa main à la pâte. Mais néanmoins, cette Union sacrée est en train d'être décolorée, c'est-à-dire en train de perdre sa couleur par rapport à la vision d'origine. Maintenant, s'il faut penser que c'est l'Union sacrée qui présenterait un candidat, moi, je me dis aussi que c'est une façon erronée de faire les choses par rapport à notre constitution, par rapport au principe de la démocratie. Ce n'est pas l'Union sacrée qui présente les candidats. Si l'on dit ainsi, cela doit être dit sous la table. Mais sur la table, ce n'est pas l'Union sacrée qui présente les candidats. Sinon, les candidats est voté sur base des compétences à diriger la province, sur tout le plan. Maintenant, si c'est quelqu'un qu'on va nous imposer parce qu'on dit qu'il vient de l'Union sacrée, et vous, les députés de l'Union sacrée, votez lui, s'il n'a pas les compétences, c'est un problème. Vous allez mettre en hypothèque la vie d'une population pendant 5 ans encore pour avoir quelqu'un qui va diriger cette population dans la souffrance, dans la misère, dans l'insécurité. Voulez-vous qu'on revienne à ça pendant 5 ans? Est-ce que les 5 ans vont permettre que les autres
soit encore en vie. Non, donnons la chance à tout le monde de vivre. Si l'Union sacrée pourra proposer un candidat gouverneur, mais l'Union sacrée ne peut pas imposer un candidat. Si l'on a des députés consciencieux, sérieux, même si on proposait, mais vous faites l'analyse du profil du candidat, mais vous vous dites que celui-ci ne mérite pas. Que le choix soit libre. Et cette liberté du choix dépendra du profil du meilleur candidat qu'on doit être, du meilleur candidat gouverneur. Alors, je crois à la vision du chef de l'État. Je crois à ceux qui sont à la tête de l'Union sacrée, même s'ils vont présenter le profil de quelques candidats, qu'ils aident la population à présenter quelqu'un qui répond ou bien qui répondra aux attentes de la population dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, pas quelqu'un qu'on va prendre parce qu'il a telle mission. Ce sont ces gens-là qui viennent ici au niveau de la province et ils font des histoires sans avoir peur parce qu'ils se disent j'ai le soutien de l'Union sacrée. La couverture. La couverture de l'Union sacrée. Ils volent l'argent, ils font du n'importe quoi. En cas de crise, au lieu de donner la solution directe à la crise, mais il va donner la solution contrairement à la crise. Donc ces gens-là, nous ne voulons plus le voir au niveau de la province. Sinon, que ceux qui font ces choix, ceux qui proposent le profil du gouverneur, le fassent avec conscience, la main droite à leur cœur, tout en voyant cette population qui a beaucoup souffert. Oui, nous terminons par là. C'est une dernière question. En tant que technocrate, vous connaissez mieux la situation socio-économique qui traverse cette province. Au nouveau gouverneur ou au futur gouverneur qui viendra, bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil d'un technicien pour un peu atténuer les paniers de la ménagère qui est toujours dans l'instabilité en rapport avec la hausse des prix des produits de première nécessité? Oui, merci. Je pense qu'au nouveau gouverneur, le véritable, celui qui écoutera la volonté du peuple, il doit se concentrer sur un secteur. Et je pense qu'en se concentrant sur ce secteur, ça va exiger qu'il y ait d'autres secteurs connexes qui vont s'ajouter et qui seront touchés. L'on dit au Katanga, Putama Katanga, Nikuria, Kunywa, Nakulala. Si vous donnez ça au Katangais, sachez très bien que même ceux qui sont devant le directoire ne viendront plus jamais. Quel est le secteur? Le secteur ici, c'est le secteur agro-pastoral. Si le gouverneur se concentre sur ce secteur, tout ira mieux au Katanga. Parce qu'avec ce secteur, nous allons toucher un deuxième secteur, c'est le secteur infrastructure agricole. Vous savez, quitter ici à Lubumbashi pour aller à Samboa, c'est une histoire. Casse-tête. Casse-tête. Alors tout ce que nous pouvons manger comme légumes, ça peut venir de Samboa. Nous n'avons pas besoin de nouveaux gouverneurs commerçants. Sinon, qu'ils permettent que l'Assemblée provinciale, on vous nomme, ou bien on vous vote gouverneur, on vous donne l'RCSM, l'identification nationale, et le numéro impôt, parce que vous allez faire les activités commerciales en important le farine de maïs, en important... Nous n'avons pas besoin de ça ici en province. Le secteur agro-pastoral peut répondre aux besoins de la population katangaise. Nous sommes fatigués avec des bis qui viennent de Kasumbalesa. Tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. Qu'est-ce que nous manquons ici? Concentrons nos activités, concentrons nos efforts sur ce secteur. Améliorons les infrastructures agro-pastorales. Création de la classe moyenne, ce n'est pas un problème de discours, de slogan. Qu'on ouvre la voie à la jeunesse katangaise d'aller aussi faire les champs et de faire la politique. Et ils profitent de cette faiblesse de la jeunesse qui n'a pas de travail, qui n'a pas à manger, et ils leur donnent un peu d'argent, comme ça ils vont crier et les soutenir. Donner à manger à la population katangaise, c'est lutter contre l'insécurité. Parce que ceux qui volent, ceux qui tuent les gens, ils n'ont pas à manger, ils ne savent pas où dormir. Quand vous donnez à manger, il faut considérer aussi le taux de la croissance du taux démographique. Ici à Lubumbashi, on n'est pas comme on était en 2000. On était en 2001, 2005. Il y a une croissance démographique exponentielle.
Avec cette croissance exponentielle, je pense que tout gouvernement provincial responsable doit répondre à cette croissance démographique. Si la croissance démographique et la réponse que le gouvernement donne n'est pas proportionnelle, vous allez vous rendre compte que la souffrance, la misère de la population va continuer chaque jour, et chaque jour, nous allons souffrir. Donc je me dis au nouveau gouverneur, s'il peut concentrer sa politique, d'abord l'agro-pastoral. Qu'on se rende compte de tous ces motards qui sont là, qu'on pourchasse, ils ne viennent pas pour rien, ils viennent parce qu'ils n'ont pas mangé. Orientons, montrons à la jeunesse qu'en dehors de la politique, qu'en dehors de faire le cambisme, vous pouvez avoir quelques hectares. Et la création de la classe politique et de la classe moyenne veut que ces jeunes-là aient accès à un financement. Ici, chez nous, au Congo, à Lubumbashi, c'est impossible d'avoir un crédit bancaire pour un secteur agricole. Alors, c'est ce qui se passe dans le reste de pays développés. Donc, les taux d'intérêt ici au Congo, ça varie entre 18 et 24% du taux d'intérêt. Comment voulez-vous donner ça à un jeune? Ça devient un discours, créer la classe moyenne. Nous, les jeunes, nous sommes prêts pour travailler. Mais nous avons besoin de l'appui, de l'accompagnement du gouvernement provincial. Donc, le gouvernement provincial peut développer ce partenariat avec des banques commerciales pour que la porte soit ouverte à ces jeunes qui peuvent se lancer dans d'autres secteurs. D'autres secteurs, je parle ici du cobalt vert. C'est les champs. Nous avons beaucoup d'espace. Quittez le Lubumbashi. Nous avons beaucoup d'espace inexploité. Et permettre à ces espaces, pour que ça soit exploité, c'est l'accompagnement du gouvernement. Et s'il y aura des ministères, les premiers ministères ici chez nous, ce n'est pas le ministère des Finances. Les gens aiment ce ministère parce qu'il y a l'argent pour voler. Les premiers ministères qu'on doit avoir ici, avec un pourcentage élevé du budget provincial, ça doit être le ministère de l'agro-pastoral, le ministère de pêche et agriculture. C'est là où il faut affecter beaucoup d'argent. Mais par conséquent, vous allez vous rendre compte que le gouvernement provincial sera concentré à affecter beaucoup d'argent dans d'autres choses, là où ils ont des commissions, des rétrocommissions. Affecter beaucoup de pourcents, dans les 100% du budget de la province, nous voulons qu'il y ait même 30% affectés dans ce secteur-là. Et plus de 40% affectés dans le secteur des infras pour que les routes agricoles soient impactées, soient arrangées au profit de ceux qui vont aller faire les champs. Donc, mon petit conseil, s'il y a d'autres conseils à celui qui savent maintenant, c'est néanmoins ça. Nous n'avons pas besoin de politiciens qui ne voient que la bouche de leur parti, la bouche de leurs autorités, leur propre bouche et leur ventre. Non, nous avons besoin de gens qui réfléchissent et qui pensent pour le bien-être de cette population. Quitter ici, aller Bongonga, la souffrance commence juste à peu 2 km du centre-ville. Vous allez lire la misère plutôt. Vous allez voir la souffrance de la population. Vous allez voir. Allez Bongonga, quittez seulement Kilobé-Lobé, là-bas vous allez appeler Kilobé-Lobé. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le centre-ville n'est pas la route qui mène vers le golfe. Hein, parce que les autorités qui viennent de Kinshasa, ils passent par le Moussiri, ils sont à l'hôtel Caravia, dans le beau endroit, mais ils ne vont pas à Bongonga. Ils ne vont pas du côté Tabac. Ils ne vont pas, c'est pas dans le quartier là reculé, mais qu'il ait le temps d'aller là-bas. Alors, nous attendons ce gouverneur. Nous l'attendons le bras ouvert. Si ça sera celui qui est là qui va revenir, je pense qu'il va changer sa politique. Si ça serait nouveau, bon, nous sommes là pour voir le développement de notre chère province. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous clôturons ces magazines au discours au peuple. Vous avez suivi les experts en la matière, Urbain Sangwa. Il est spécialiste en droit économique. Il a voulu donner aussi son appréciation par rapport au scrutin des gouverneurs de province, les tout prochains, qui prendra la place de Jacques Kaboula après ces élections prévues par la centrale électorale.
On vous dit sincèrement merci. Restez branchés pour la suite de nos programmes. Et les prochains numéros, c'est dans les jours qui suivent. Et à la prochaine.